retrouver. Notre invitée de ce jour est architecte, urbaniste. Elle a été longtemps directrice à l'association de sauvegarde de la Médina. Actuellement, elle est expert ICOMOS en référence au Conseil international des monuments et sites dont le siège est à Paris. Elle est également vice-présidente du Comité international des villes et des villages historiques. En 2010, elle reçoit le prix prestigieux d'Aga Khan d'architecture islamique. Quelques années après, elle fait une de ses plus belles entrées à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit el-Hekma, et c'était en 2019. Mais par-dessus tout, Notre-Dame de ce jour a la fibre associative très développée. On la trouve dans un petit projet initié par des jeunes, dans une action, une activité organisée par une structure non connue. Elle y est parce qu'elle y croit. De ce fait, nous sommes dans l'incapacité de citer l'ensemble de projets, actions et activités auxquelles elle a pris part, ni la totalité des associations, fondations, organismes dont elle est membre. Mais deux de son choix, nous allons les citer, l'association Collectif Créatif et l'initiative qui porte bien son nom, الحومة خير. رفيقة الجاوي يعطيك الصحة اللي قبل دعوة البريس. يعطيكم الصحة انتم ويعطيها الصحة البريس في الفكرة هذه اللي هي باش تعطيني فرصة نحكي على تراثنا وعلى notre patrimoine qui nous tient à cœur, en l'occurrence la Médina de Tunis qui est patrimoine mondial depuis 1979. C'est bon à savoir. عديت فترة كبيرة من نجم نقولوا من مسيرتك المهنية في l'association de sauvegarde de la Médina. On peut dire que ma carrière elle est essentiellement à l'association Sauvegarde de la Médina. Moi j'ai intégré l'association Sauvegarde de la Médina juste fraîchement diplômée de l'ITOT à l'époque, on appelle aujourd'hui l'INO. L'école d'architecture. Voilà, c'est l'INO, c'est l'école nationale d'architecture et d'urbanisme. Oui. À l'époque c'était les beaux-arts, donc on était ensemble, c'était l'ITOT, c'était l'institut donc technologique d'art et d'architecture et d'urbanisme de Tunisie. Donc voilà, et c'était l'école بعد des beaux-arts. المسيرة المطولة هذية وتوا معناها كي تدور في المدينة في الأنهجة نتاع المدينة أروقة المدينة في المعمار اللي فيها جو كان نطلبوا منك تقييم. نطلب التقييم اكيد باش نكون فرحانه لانه يلزم نعملوا نظره ممكن مقارنه انه ما بين مدينه تونس في الستينيات والسبعينيات ومدينه تونس اليوم. اللي مدينه تونس في الستينيات والسبعينيات كانوا يسميوها ان جيتو معناها on pouvait pas se promener في مدينه تونس alors qu'aujourd'hui on se promène, on peut même venir veiller le soir. Et tout ça, c'est grâce à des projets et des initiatives qui ont été amorcés depuis le début des années, le milieu des années 60 et début des années 70, où il y a eu toute une réflexion, parce que la réflexion, elle était basée essentiellement, pas sur la sauvegarde du patrimoine, bâti du patrimoine seulement matériel, mais elle repose essentiellement sur la deuxième dimension qui est l'homme, avec un grand H, l'homme qui vit dans la Médina. Donc cette stratégie qui était de viser patrimoniale et sociale était très importante et qui donne ses résultats aujourd'hui. Bien que certainement qu'il y a encore des manques et un projet de sauvegarde ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Pour ce qui concerne de l'entretien, on aimerait savoir, ça relève des autorités de la ville de Tunis ? Qu'est-ce que vous entendez par entretien? La propreté. La propreté, bien sûr, c'est des services de la municipalité de Tunis, de l'arrondissement municipal Médina. Ça ne relève pas des compétences ni de l'association Sauvegarde de la Médina de Tunis, ni de l'Institut national. Et est-ce que ces services de la ville de Tunis sont corrects? Bon, réellement... Il y a à faire. Il y a à faire. Ils sont corrects
Aussi, mais aussi il y a des problèmes sociaux à résoudre et je pense que la municipalité On est consciente. on est consciente et elle essaye de faire de faire avancer les choses. Ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier. نحب نحكي معاك لفيقة على نجم نقولوا لا ديمونسيون بوليتيك دو لا فيل دو تونس المدينة واللي ظهرت خاصة بعد الثورة. فما ناس فما أحزاب معينة اللي حاولوا باش يعملوا مشاكل ولا قطيعة بين المدينة نجم نقولوا لي ريجيون والجهات. براوش في المدينة اللي هي ان ريسبتاكل، هي حاجة تجمع كل التونسيين. حاولوا باش يفرقوا في المدينة وعائلات اللي متسمين على المدينة ونجحوا نجم نقولوا في فترة معينة باش يزرعوا شوية من القطيعة والكره بين التوانسة. والله هوني هذا تقييم معناها وفكرة غلطة من طرف السياسيين، لأنه مدينة تونس هي صحيح المدينة في أصلها في الأول لأنه لما تبنات وتعملوا الأسوار بتاعها كانت البلدية وحتى نمشي ميم لبعيد كانت plus pour les musulmans, les Tunisiens qui avaient d'autres confessions, par exemple les Tunisiens de confession juive, ils travaillaient mais ils ne passaient pas la nuit, ils étaient en dehors. C'est au XIIe siècle qu'ils ont intégré. Quel siècle? Au XIIe siècle. XIIe siècle. Qu'ils ont intégré la Médina du Tunis. Mais entre-temps, les choses ont évolué, les mentalités ont changé et on sait très bien que depuis le début du XXe siècle, la Médina, elle recevait tout genre de population. Et même les gens qui... Parce que bon, à un certain moment, le mode de vie change, les mentalités changent. Il y avait des gens qui quittaient. Les habitants d'origine de la Médina quittaient la Médina pour aller habiter dans les nouveaux quartiers. Et une autre population venait s'installer dans la Médina. Donc, et ils sont aujourd'hui propriétaires, en plus... Il y a une diversité. Absolument, il y a une mixité sociale, il y a une diversité. Et moi, je dirais même plus que la population, quand on traite maintenant une population qui est venue s'installer suite à un exode rural, elle a énormément participé aujourd'hui pour la sauvegarde de la Médina. Dans quel sens? C'est vrai qu'ils ont participé à une certaine dégradation, mais dans quel sens ils ont participé? Parce que le lendemain de l'indépendance, et avec la politique de l'époque où on voulait tout moderniser, on voulait regarder de l'avant et tout ce qui est ancien, traditionnel, était vécu et vu en tant qu'archaïque. Donc, et il y avait des grands projets de percée, de démolition dans la Médina. C'est vrai, il y a eu une prise de conscience d'intellectuels, il y a eu création de l'association Sauvegarde de la Médina qui a énormément fait pour la sauvegarde de la Médina. Mais il y avait autre chose. À cette époque-là, il y avait 180 000 habitants dans la Médina du Tunis. Qu'on ne pouvait pas déloger pour détruire. Pour détruire. Donc, moi, je me dis que cette population issue de l'exode rural a énormément participé dans la sauvegarde. Quelque chose malheureusement, voilà. Ça a servi. Mais ça a servi et aussi, bon, ça participe, mais un peu après, cette population qui est venue de l'exode... Elle s'est intégrée. Elle s'est citadinisée et aujourd'hui, il y a beaucoup qui continuent à vivre dans la Médina. Ils continuent à vivre à la Médina. Il y a aussi... les dernières années, un regain, la Médina est devenue à la mode et les bâtisses sont devenues hors de prix. Ça c'est clair, avec tous les projets qui ont été menés donc, depuis les années 70 et notamment depuis les années 80, tels que la restructuration du quartier Hafsia, le projet des Okala et puis après d'autres projets d'embellissement. Et on a vu donc un regain d'intérêt, il y a eu des investissements de la part de privés qui sont revenus donc, dans la Médina et aujourd'hui on a un regain d'intérêt pour la Médina. Donc il y a des maisons d'hôtes, il y a des restaurants qui sont célèbres. Absolument. Et qui font partie de la vie de la Médina. Absolument, maintenant ça change au niveau de la vision de ghetto des années 70, 70, elle a énormément changé. Aujourd'hui, on voit dans la Médina un quartier
qui commence à être chic, si on peut. Il y a un quartier fréquenté et huppé de Tunis, mais c'est vrai que le foncier devient de plus en plus cher. Le foncier devient de plus en plus cher. Cher, nous allons un petit peu parler de vous, Fekra Lebjewi, votre parcours, je l'ai dit tout à l'heure au moment de la présentation, est exceptionnel. Vous êtes membre et actif de plusieurs associations, vous êtes expert ICOMOS, des monuments et sites, le Conseil international des monuments et sites dont le siège est à Paris, vous êtes vice-président du Comité international des villes et villages historiques. En quoi consiste votre travail? Là, on ne parle plus du patrimoine tunisien, mais on parle du patrimoine mondial. Oui, de toutes les manières, en tant qu'expert auprès de l'ICOMOS, parce que l'ICOMOS est une association internationale et qui est le bras droit de l'UNESCO en matière du patrimoine mondial. Donc, personnellement, je suis souvent sollicitée pour l'évaluation de dossiers déposés à l'UNESCO pour être patrimoine mondial. Donc c'est vrai, aujourd'hui, il y a un intérêt bien sûr qui est en train d'augmenter, parce que bon, pour cette partie du monde, c'est-à-dire pour notre région, pour la région qu'on peut dire la région arabe, la région aussi africaine, et d'ailleurs même pour la région africaine, l'UNESCO sollicite beaucoup plus, parce que au niveau de l'UNESCO, on cherche à trouver un certain équilibre, parce que réellement, quand on voit, il y a plus en Occident de patrimoine mondial que dans d'autres régions. Il faut dire que dans la région arabe, aujourd'hui, il y a des demandes de plus en plus importantes. Est-ce qu'il y a des demandes en cours par rapport à la Tunisie? Déjà, on vient de mettre le dossier de classement de l'île de Djerba, qui vient d'être soumis le 27 janvier. Il a ses chances? Je pense, parce qu'il est présenté avec beaucoup de spécificités, donc qui sont pas, et de critères, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Par rapport au patrimoine immatériel, on a longtemps parlé de l'harissa tunisienne. Est-ce que ça rentre dans cet ordre-là ou pas? Bon, oui, pour le patrimoine matériel, immatériel certainement, mais aujourd'hui aussi, pour le patrimoine immatériel, déjà on a la poterie de Sajnen, elle est classée patrimoine mondial, aussi tout ce qui est le dattier. C'est classé donc dans ce qu'on appelle le dattier. Oui, c'est classé pour la région, dans la région arabe, et la Tunisie fait partie. Oui. Et aussi on peut réfléchir à d'autres dossiers. L'important c'est de le préparer. Mais moi je pense que ce soit pour le patrimoine matériel ou immatériel, le plus important, être un patrimoine mondial, c'est très important. Mais le plus important, c'est comment sauvegarder ce patrimoine et mettre des plans de gestion pour sa sauvegarde, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a de la coordination entre les associations qui s'occupent de cet aspect-là et l'État? Comment vous faites? Il y a beaucoup de coordination, d'ailleurs pour le dossier de classement de l'île de Djerba, c'était la SIDJ, l'association de sauvegarde de l'île de Djerba, qui était derrière. Qui était derrière pour sa préparation. Bien sûr, il y a eu le soutien de l'État. Après, il y a eu le soutien de l'État, mais ça a été soutenu par la société civile. On peut dire que depuis 2011, la société civile joue de plus en plus un rôle important. Très bien. Nous avons vu dans votre parcours, et je l'ai annoncé, vous avez reçu le prix prestigieux d'Aga Khan d'architecture islamique. Est-ce que vous pouvez nous parler de quoi il s'agit, en quelles circonstances? Voilà, on a eu, pour l'association Sauvegarde de la Médina Tunis, il y a eu beaucoup de prix à Arahan, donc là on était à notre 4e. Mais pour ce projet-là, donc le prix Arahan, moi je l'ai eu donc en 2010, c'était essentiellement pour le projet de mise en valeur, de réhabilitation et d'embellissement de la nouvelle ville. Donc ce qu'on appelle la nouvelle ville, c'est la ville du 19e, 20e siècle qui a été bâti, édifié à l'époque du protectorat français, ce que nous on appelle dans notre langage parlé Bebhar. Et pourquoi on a reçu ce prix-là? Parce que c'était courageux de la part de l'État tunisien de
réhabiliter, de penser à ce patrimoine. Parce que dans d'autres... qui est censé être colonial, donc... il n'est pas colonial, il a été édifié pendant le protectorat, pendant le... Mais ça appartient à la Tunisie et voilà, c'était pendant la colonisation française, certainement. Mais aujourd'hui, la France, elle est partie depuis 1956. Et ces espaces-là, ce sont nos espaces de vie. Ça nous appartient. Nos souvenirs en tant que petite fille, enfant, se promener sur l'avenue Habib Bourguiba, aller à la Rotonde ou à Café de Paris, aller dans des monuments qui ont disparu peut-être, aller au théâtre municipal, on y va jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont nos espaces de vie. Donc le jury pour le prix Ara-Khan, il a jugé que cette initiative, il fallait vraiment l'encourager parce que culturellement, elle est intéressante et historiquement. Parce que des architectes tunisiens ont réhabilité des bâtiments et un quartier qui a été conçu par d'autres architectes qui étaient à l'époque français. Et puis aussi, il y a une grande dimension sociale dans ce projet, parce que c'est vrai, c'est un projet d'embellissement de l'avenue Habib Bourguiba, d'embellissement de façade, mais aussi d'embellissement de bâtiments, et aussi d'embellissement d'un monument emblématique de la ville de Tunis, qui est en l'occurrence le marché central. Le marché central a été réhabilité dans le cadre de ce projet, et on a eu le prix Ara-Khan. Moi, j'ai eu le prix Ara-Khan parce que j'étais l'architecte avec un groupement d'architectes. On était 4 architectes qui avons travaillé sur le projet de réhabilitation du marché central. Et ce qu'il y a à retenir pour la réhabilitation du marché central, à part la réhabilitation du bâtiment, à part la réhabilitation des 2 charpentes en bois, il y a aussi une autre dimension sociale, c'est que les gens, les commerçants ambulants, les femmes qui vendaient noisses, qui vendaient leurs petits produits, malsouk, bon, tous ces petits commerçants, on ne les a pas mis à la porte. Au contraire, on a essayé de trouver un aménagement. Vous les avez intégrés dans absolument, et ils n'ont jamais été mis à la porte. Ils continuent à être aujourd'hui à fonctionner dans le cadre du fonctionnement du marché central. Et ça c'est une dimension qui est très importante. Et ça, c'est l'approche qui fait que les projets qui ont été abordés réussissent, parce qu'on ne les aborde pas d'un œil patrimonial et monumental. On les aborde essentiellement d'un œil social aussi. Il y a la dimension humaine, elle est importante. La dimension, elle est très importante. Quand on regarde les nouveaux quartiers, je ne parle pas de la ville moderne de Tunis, mais je parle aussi de l'approche banlieue. Et la question qui se pose quand on voit, par exemple, dans un petit rond-point, je ne veux pas nommer les zones, une sculpture, un vase, et je me pose la question, est-ce que les architectes, les urbanistes sont-ils impliqués dans ces projets-là, qui sont, excusez-moi le terme, hideux? Absolument. Bon, là, on peut dire une chose, il y a une dimension qui manque aujourd'hui, il y a une dimension paysagère, parce que l'aménagement, il ne relève pas de la compétence seulement d'architecte, d'urbanisme, il y a aussi une dimension paysagère, et aussi il y a une vision. Par exemple, si je prends l'exemple de la ville de Tunis, aujourd'hui la ville de Tunis, qui est la capitale, dans le temps on avait le gouvernorat de Tunis. Aujourd'hui, c'est un district, il y a au moins 4, on a le gouvernorat de Tunis, on a le gouvernorat de Narous, on a le gouvernorat de l'Ariana et on a le gouvernorat de la Manouba. Donc, aujourd'hui, il est grand temps de réfléchir en tant que... Est-ce qu'il n'y a pas de coordination entre tout ce monde-là? Apparemment non. Apparemment non. Il y avait une structure qui a complètement disparu, qui était le district de Tunis. Oui. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse et on voit l'évolution de la ville à partir d'une vision qui est plus globale et à partir de ce qui existe, par exemple l'extension de la ville de Tunis avec les opérations que j'appelle du lac. Mais est-ce qu'on a tenu compte, parce qu'il fallait réfléchir l'extension de la ville de Tunis à partir de la Médina et de la ville du 19e, 20e siècle, à partir de la ville de Babhar, la ville
nouvelles, qu'on appelait nouvelles, qu'on traitait de nouvelles au début du XXe siècle. Il fallait réfléchir parce que ce sont des projets, en fin de compte, qui tournent le dos à Tunis. Il faut re-réfléchir. Par exemple, est-ce qu'on peut juger que c'est une réussite, les opérations, je dis bien les opérations du lac. Le lac 1, au départ, c'était... Aujourd'hui, le lac 1, il est pratiquement vide. Il n'y a plus personne. Tout le monde est au lac 2. Et on est en train d'aménager le lac 3. Et puis après, ça met Dubaï de l'autre côté. Mais on devrait... Pourtant, c'est toujours la même société, mais il faut travailler ça avec la ville du Tunis. Et tenir compte et réfléchir l'extension de la ville de cette manière-là. C'est-à-dire il faut qu'il y ait de la continuité au niveau de la réflexion, mais au niveau aussi de l'exécution. De l'exécution du de l'urbain. Parce que pourquoi moi je me promène sur la place du Bolib, puis après j'arrive à la gare TGL, et ce qui se passe de l'autre côté ne me concerne pas. Donc, il faut maintenant réfléchir autrement. Par exemple, moi j'appréhende, Samet Dubaï, est-ce que ça va être pour nous les Tunisiens ou pas? C'est ma grande question. Donc vous ne savez pas si on va faire appel à des architectes urbanistes tunisiens ou pas? Non, je ne pense pas, de toute façon, non. Non, pas à ma connaissance. De toute façon, le projet il est pratiquement fait. Hein. Depuis même avant. Et les Tunisiens sont en dehors de tout ça? À mon sens, oui. Mais aussi, pas seulement en tant que concepteur, mais en tant que citoyen. Est-ce que nous, on va être concernés par cette cité? Est-ce que nous, on aura les moyens d'accéder à la propriété dans ce quartier? Est-ce que nous, on a les moyens d'aller prendre un café? Je pense que ce projet, il tourne le dos à Tunis, il est sur la mer. Apparemment, il tourne le dos à Tunis et aux Tunisiens? Absolument, absolument. C'est à mon sens, c'est ça. Il tourne le dos. Il nous tourne le dos. Il nous tourne le dos. Bon, alors que c'était l'emplacement du port qui a été conçu, oui. qui était conçu pour Tunis. Ça reste une question avec un grand poids d'interrogation à poser aux autorités. Absolument. Parce qu'il n'est pas question que quelque chose se construise au sein de ce pays et que les Tunisiens, qu'ils soient concepteurs ou clients, soient en dehors de cette cité nouvelle. Absolument, absolument, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Regardons un petit peu ce qui se passe dans le monde. On le regarde avec beaucoup de regrets et d'amertume. Vous êtes donc membre d'organisations internationales qui se penchent sur le patrimoine mondial. Et là, je parle de la Syrie, et je parle de l'Irak, mais surtout de la Syrie, dont 90% de son patrimoine, paraît-il, selon les chiffres qui ont été affichés, publiés, ou dilapidés, détruits ou pillés. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel drame, quel gâchis. Absolument, là on vit un grand drame dans la région. Dans la région, c'est le croissant fertile. Donc c'est la Syrie, c'est l'Irak. Et de l'autre côté, le Yémen aussi, il est en train d'être délapidé de la même manière. Donc, les vieilles bâtisses du Yémen? Il y en a qui sont en train de partir aujourd'hui. Aujourd'hui, le patrimoine dans la région, il est menacé. Il est vraiment menacé. Et bon, il y a des structures, il y a des essais, bon, par exemple au panier, que le rôle que joue aujourd'hui l'UNESCO dans ce sens. D'ailleurs, ils sont en train de former des équipes pour intervenir d'urgence et attendre le moment opportun pour pouvoir y aller. Mais actuellement, quand même, il y a beaucoup d'initiatives pour déjà évaluer ce qui a disparu. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer ce qui s'est dispersé dans les quatre coins de la planète? Il y a un moyen. Sur le plan réglementaire, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire sur le plan réglementaire. Il y a absolument moyen de le faire. Oui, mais dans les faits. Oui, il y a les faits, il y a des lois. Il y a des enquêtes, il y a des enquêtes, il faut le prouver. Non. Moi, je pense de toute façon, il y a eu des restitutions qui sont en train de se faire actuellement. Donc il y a des restitutions, c'est possible à faire, c'est possible. Moi je reste toujours... Vous êtes optimiste? Je reste optimiste et je reste aussi ouverte parce que je me dis, une fois que ces guerres sont terminées, il y a les compétences et la volonté de le faire. Et ça va se faire. Très bien.
Merci beaucoup Faïqa Al-Bdjaoui pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus dans ce beau cadre de la Médina. Merci à vous aussi. Merci. Ainsi prend fin notre rencontre avec Faïqa Al-Bdjaoui, qui s'est déroulée dans ce beau cadre de la Médina. Un cadre qui touchera et continuera à nous faire vibrer, que nous soyons nés à l'intérieur de ces murs ou ailleurs. Ici, في الأسواق في البلاد العربي في المدينة se déploient dans leur splendeur et authenticité une partie de notre histoire, une partie de notre patrimoine et notre identité. L'identité des Tunisiens, de tous les Tunisiens. Et pour finir, je voudrais remercier Nsafa Winti et Belhassan Lassoud, une équipe technique et artistique à la fois réduite et efficace et qui essaie de vous proposer un bon produit malgré des conditions d'enregistrement parfois très difficiles. Quant à moi, je choisis un mot du dialecte tunisien que j'affectionne particulièrement, Filemé.